et bienvenue dans le live. Il faut l'imaginer, ce manoir aux allures de maison hantée, planté sur une île au milieu de la Manche et barré par une végétation sauvage. On ne dirait pas de loin, mais c'est un collège spécialisé, une sorte de couveuse à talent. Des jeunes du monde entier viennent y suivre leur scolarité jusqu'à la 3e. Leur particularité, ils ont tous un don exceptionnel. L'internat de l'île aux Cigales, c'est le titre de cette saga pour les 9-12 ans, publiée chez Albin Michel. Et ce soir, nous avons le plaisir d'en recevoir l'autrice Julie Bonny. Bonsoir. Bonsoir. Julie, vous êtes une artiste complète, autrice, compositrice, interprète et aussi écrivaine, évidemment. Vous avez commencé votre carrière dans un groupe de rock, Cornu. Vous avez assuré les premières parties de Louise Attaque, mais aussi de Dionysos. Ensuite, carrière solo. Et enfin, l'entrée en littérature jeunesse, mais pas seulement. Vous avez aussi écrit des romans pour adultes, parmi lesquels Chambre 2, qui a été primé, qui a reçu le prix du roman Fnac en 2013 et qui a été aussi adapté au théâtre et au cinéma. Julie, le 4e tome de l'internat de l'île aux Cigales est sorti cette année. Pouvez-vous nous dire qui sont les héros de cette aventure, de cette histoire pleine d'amitié et d'aventure? Alors, il y a 5 héros principaux. Et après, il y a plein de personnages autour, et notamment qui apparaissent à chaque nouveau tome. Il y a des nouvelles interactions avec des nouveaux personnages. Les 5 principaux, c'est Marguerite, qui est violoncelliste, Nordine, qui fait du sport, mais aussi de la derabouka, Caleb, qui est mathématicien, enfin qui est fan de maths et qui apprend le piano, Agostino, qui est là pour les arts plastiques et qui fait de la guitare, et Cerise, qui vient pour le chant, qui est chanteuse. Et alors, à quels événements vont-ils être confrontés au cours de leur scolarité, donc sur ces 4 tomes? Un paquet. Il a fallu en trouver un paquet. Selon les tomes, la série développe différents grands thèmes. Je dirais que dans le premier tome, il y a un thème un peu sur la Shoah et sur le racisme. Le deuxième, c'est les migrants et ce que c'est que de quitter son pays et l'exil. Le troisième, c'est la maladie grave, et c'est que des thèmes très joyeux. Et le quatrième, c'est la désorganisation, la déconstruction et le climat. Okay, effectivement, des thèmes d'actualité, toujours d'actualité. Qui sont des toiles de fond. Oui, c'est ça. Ouais. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que ces 5 personnages, ils vont décider de monter un groupe de musique dans un studio souterrain, un peu en cachette. Et là, j'ai l'impression qu'on rejoint un peu votre propre histoire, Julie. Je me trompe ? Non, c'était presque ça. Oui, j'étais un peu plus vieille, j'avais 13-14 ans. Non, pas beaucoup plus vieille finalement. Quand j'ai monté mon premier groupe de rock avec des copains de Tours, j'étais à Tours. Forget Me Not. Et on répétait, alors nous, pas dans une cave, et on n'était pas dans un internat, mais on répétait dans un grenier. Et c'était le début de l'adolescence, la fin de l'enfance en tout cas. Je ne sais pas si c'était tout à fait le début de l'adolescence, mais quelque chose se passait entre nous. Et j'en garde des vraiment très bons souvenirs de ça. J'avais envie de partager ça. Vous avez donné votre premier concert dans ces eaux-là, vers 14-15 ans. Quel souvenir vous en gardez? Un trac de dingue. Ouais, c'est vrai. Un trac de dingue, ouais. Et ce truc des concerts qui... ça fait toujours encore un peu ça d'ailleurs, mais ce moment hyper intense et qui est quasi instantanément oublié, comme si on passait dans une dimension autre, et puis dès qu'on sort de scène, c'est comme une espèce d'étincelle qui a disparu. C'est très étrange. C'est une fulgurance. Ouais, peut-être quelque chose comme ça, ouais. Ok. Votre carrière a longtemps été une affaire de tournée. Vous avez sillonné les routes de France et d'ailleurs avec les membres de votre groupe. Comment est-ce qu'on passe de l'écriture de chansons à l'écriture de romans? Est-ce que finalement on n'a plus de place sur la page pour la chanson, on déborde tellement qu'il faut commencer à écrire un livre, c'est ça? Oui, franchement, c'est l'impression que j'ai eue, en tout cas. J'ai toujours été immense lectrice. Depuis que je sais lire, je lis tout le temps, beaucoup. Et c'est vraiment ma grande passion et j'adore ça, je lis. Mais par contre, j'ai jamais trop osé rêver à être écrivaine, à vrai dire. Moi, je me voyais vraiment écrire des chansons et chanter. Mais toujours la seule raison pour laquelle je voulais faire de la musique, c'était de dire mes textes et écrire des textes. Et puis c'est vrai que j'ai eu ce sentiment qu'un jour, la page pour la chanson, la page unique n'a pas suffi et qu'il a fallu que j'aille vers quelque chose de plus long, et c'était Chambre 2.
Okay. Et comment on tisse un nouveau lien avec un nouveau public qui est plus dans la fosse, qui est plus dans les gradins pour le coup, mais qui est derrière son livre? Je sais pas si on tisse un lien. C'est une bonne question. C'est très très étrange comme sentiment. En tout cas, c'est une vie qui me convient mieux maintenant que j'ai vieilli, parce que je pense que je repartirai pas en tournée comme j'ai fait à l'époque. Je serais épuisée. Et donc j'aime bien ce côté cocon chez soi à écrire. C'est quand même, on a l'impression de concocter une petite soupe avec des surprises dedans. Et après, le contact avec les lecteurs se fait plus tard, et puis dans un contexte où moi je suis pas en train d'écrire, donc c'est fait. Donc c'est différent, mais ça me plaît beaucoup, et ça correspond tout à fait à mon âge et à ma vie maintenant. Et c'est difficile d'écrire pour un jeune public? Non. Pas plus difficile que d'écrire pour les adultes. Et d'ailleurs, je change pas ma façon d'écrire pour les enfants ou pour les adultes. La seule chose à laquelle je m'oblige, il y a certains sujets que j'aborde pas, on va dire. Dans L'île aux cigales, vous aimez bien faire des petits clins d'œil à vos lecteurs, glisser des références comme Django Reinhardt par exemple, un peu pour éveiller leur curiosité, les pousser à les se documenter par exemple. Qu'est-ce qu'il y a de ludique pour vous dans l'écriture de romans? Effectivement, ça, en tout cas dans l'internat de L'île aux cigales, c'était vraiment ça, l'impression de préparer un petit plat et de leur faire deviner ce qu'il y a dedans après, et donc de glisser dedans des mots. Je pense qu'il y a peu de jeunes gens de cette génération qui ont 10 ans maintenant, qui connaissent qui est Django Reinhardt, même dans les adultes d'ailleurs. Voilà. Donc j'aime bien glisser des mots. C'est bien d'entendre des mots différents ou difficiles, où on les entend, on en fait ce qu'on veut après, mais ils l'auront entendu, ils sauront que c'est là. L'une des difficultés dans un roman, je pense, c'est peut-être de trouver le rythme. Un peu comme en musique, finalement. Il faut des moments très forts et puis des phases beaucoup plus calmes. Est-ce que vous avez l'impression que vos romans, se construisent un peu comme des partitions de musique, pour le coup? C'est sûr que le fait que je sois musicienne influe sur mon écriture. Le fait que j'ai commencé par écrire des chansons influe sur mon écriture. Le fait d'avoir toujours écrit pour que ce soit dit ou chanté influe sur mon écriture. Même si dans ma tête ça doit plus être dit ou chanté, mais dans mon habitude de rythme, de choisir les sonorités, de choisir les mots qui vont être peut-être tout de suite percutants aussi, comme dans une chanson, parce que dans une chanson, comme on a peu de place, il faut trouver le mot qui va raconter toute l'histoire. Donc je pense que j'ai un peu des habitudes de ça, ouais, forcément. Peut-être des refrains qui reviennent aussi? Je le fais pas trop, ça. Faites pas trop. Je fais pas trop le coup des refrains. Non, justement, je passe à autre chose. Il n'y a plus de refrains dans mes livres. Il y a quand même des chansons toujours dans vos livres. Des chansons, oui, bien sûr. On n'en a pas parlé, Julie, mais vous avez travaillé pendant 10 ans en maternité comme auxiliaire de puériculture. Et ces dernières années, vous avez monté un spectacle pour les tout petits de 0 à 3 ans qui s'appelle Chanson d'amour pour ton bébé. Il est venu d'où ce projet? Comment il est né dans votre esprit? Entre-temps, j'avais fait la musique de 3 spectacles de danse avec une danseuse. J'étais sur scène avec elle, mais c'était ces spectacles dont j'ai eu envie de monter le mien. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Un petit chat qui veut parler. En fait, ce spectacle Chanson d'amour pour ton bébé, qui est aussi un livre-disque, qui est sorti au label Dans la forêt et qui est illustré par Marine Schneider, qui a quand même eu la pépite d'or cette année. Je suis très fière et très heureuse pépite pour elle. d'or à Montreuil. Ce livre est illustré par elle. Ça réunissait le puzzle de toute ma vie, en fait, entre l'écriture, la chanson, la scène et les bébés, puisque j'ai travaillé 10 ans avec les bébés, et que ce lien au tout petit et à la toute petite enfance, c'est vraiment un endroit qui me passionne, et de fait j'ai mis les mains dans le cambouis pendant longtemps sur ce sujet. Donc c'est comme si je réunissais tout un puzzle de vie peut-être un petit peu éparpillé sur le papier. C'est une sorte de fusion là. Ouais. Vous vous recomposez. Exactement. Ok. Sur ce spectacle, vous êtes accompagné au clavier et aux percussions par le musicien Stanislas Grimbert. Dans quelques instants, justement, vous allez le rejoindre sur la scène du live pour un concert littéraire, pour une lecture musicale et en chanson tirée d'extraits du premier volume de l'internat de L'île aux cigales. Mais en attendant, nous, on va passer une tête en cuisine. L'auteur Vincent Mondiaux nous révèle quel subtil dosage est à l'origine de ses romans. Mes ingrédients pour écrire un bon roman sont les personnages, le décor, les influences et bien sûr les graines de tournesol.
Mon premier ingrédient, c'est les personnages. Alors, oubliez que là, c'est des figurines qui n'ont rien à voir entre elles. C'est pour le principe. Pour moi, il y a 2 types de romans. C'est les romans qui sont basés sur le scénario et ceux qui sont basés sur les personnages. Et moi, je préfère ceux qui sont basés sur les personnages. Je pars souvent des personnages. Je vais imaginer à quoi ils ressemblent, c'est quoi leur lien entre eux, c'est quoi leur passé, c'est quoi leurs espoirs, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Et c'est ça, en imaginant dans quelle situation ces personnages peuvent se mettre de manière logique par rapport à leur caractère, à leur parcours, que je vais créer mon histoire. Je vais plutôt partir de ça, les laisser agir librement, plutôt que de leur prévoir un scénario. Mon deuxième ingrédient, là, qui est symbolisé par des cartes de ville, c'est justement les villes, ou en tout cas les décors. Je suis très attaché à faire se passer mes histoires dans un décor, dans souvent une ville en réalité, qui est très identifié, qui devient un peu, c'est un peu un cliché de le dire, mais qui devient un peu un des personnages du roman. J'aime bien qu'il y ait une vraie cohérence, je pense mes décors, presque souvent je fais un petit plan à la main pour me repérer où sont les maisons de chacun des personnages les uns par rapport aux autres. J'ai fait se dérouler beaucoup de mes romans, notamment mes romans réalistes, dans la même ville. C'est jamais dit, c'est une ville qui existe, qui est la ville dans laquelle j'ai passé mon adolescence, qui est une ville qui s'appelle Plaisir, dans les Yvelines, que je connais bien et qui est cohérente dans ma tête puisque je la connais physiquement. Même dans mes romans de fantasy, j'ai écrit de la fantasy, j'ai écrit de la SF, j'ai aussi ce truc-là de vouloir un décor qui se tient. Et je pense que c'est ça qui le rend vivant en réalité. C'est quand on sent que c'est pas juste bon, il me fallait pour ce chapitre-là, il me faut un grand immeuble, on va dire qu'il y a un grand immeuble. Ben non, s'il y a un grand immeuble, pourquoi il est là? Qu'est-ce qu'il y a autour? Et il faut qu'il soit toujours là, 4 chapitres plus loin, même quand on n'en a plus besoin. Cette cohérence, c'est pas juste un truc de maniaquerie. Je pense que c'est ça qui donne un sens au décor. J'aime bien sentir ça chez d'autres auteurs, sentir qu'ils ont pensé leur décor, que c'est pas juste un accessoire pour leur scénario. Mon troisième ingrédient, en fait, c'est les œuvres des autres. Je pense qu'en fait, les artistes, si on peut se qualifier ainsi, font partie d'un grand arbre et qu'en fait, toutes les œuvres sont connectées. Et si tu en retires une seule de cet arbre, tout l'arbre change en réalité. Mes livres sont le produit de tous les livres que j'ai lus avant, de tous les films que j'ai vus, tous les mangas que j'ai lus, toutes les séries que j'ai vues. Tout ça, c'est mes influences et c'est ce qui fait mes livres aussi. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup citer explicitement mes influences. Quasiment tout ce qui est là est cité à un moment ou à un autre dans mes livres. Donnie Darko, Buffy, évidemment, qui est mon œuvre favorite. Mon amour pour les dialogues, je suis quelqu'un qui écrit beaucoup de dialogues dans mes romans, vient de Buffy, 100%. C'est Joss Whedon, le créateur de Buffy, meilleur dialogue de l'histoire. Les mangas, c'est une énorme influence pour moi dans le dynamisme, dans tout ça. La musique, c'est vers quoi je reviens le plus, parce qu'en fait, la musique, c'est l'art, je pense, qu'on s'écoute le plus en boucle, qu'on se met le plus en boucle. Tout ça m'a fait en tant qu'être humain, en tant que lecteur, que spectateur, mais m'a fait aussi en tant qu'auteur. C'est des œuvres qui font partie de moi réellement, qui ont joué des rôles dans ma vie. Mon quatrième ingrédient et le plus important, ce sont les graines de tournesol qui sont là. J'écris souvent sur des très longues sessions. Je vais écrire 8 heures à la suite pendant la journée. Et je mange que des graines de tournesol pendant ces 8 heures. Je les mange depuis que j'ai 10 ans et je pense que c'est à cause de la série X-Files dans laquelle Fox Mulder, le héros, mange aussi des graines de tournesol. Ça m'a beaucoup impressionné quand j'étais enfant. Je m'y suis mis comme ça et c'est une habitude qui m'a jamais quitté 30 ans plus tard. Donc c'était mes ingrédients pour écrire mes romans, qui sont des ingrédients qui marchent pour moi. Ça ne veut pas dire qu'elles marchent pour tous les auteurs. Peut-être que si vous voulez écrire, il vous faudra d'autres ingrédients. L'objectif de l'écriture, c'est de trouver sa propre recette à soi, trouver ce qu'on aime en termes de saveur, en termes de cuisine. C'est après des années d'écriture que j'ai compris ce qui faisait la mienne. Et j'espère que vous trouverez la vôtre aussi si vous écrivez. L'internat de Lilo Sigal en musique, en chanson, c'est tout de suite dans le live. Il y a des vagues en cette fin d'après-midi. La Manche se déchaîne. Le bateau arrive au loin, vacillant. Un groupe d'enfants gigote devant l'embarcadère. Ils ont sur le dos des sacs pleins. Combien sont-ils? Une vingtaine, maximum. Une légère bruine mouille les visages. Le vent fait danser les cheveux. L'internat est situé sur une île, au nord de Cherbourg. Une vieille chercheuse excentrique qu'on appelle la cigale, parce qu'elle porte toujours une broche en forme de cigale épinglée sur sa poitrine, y a installé une école pilote. Cette femme, 80 ans aujourd'hui,
s'est rendu compte que les jeunes n'avaient pas toujours la possibilité de s'épanouir dans un art ou une science ou n'importe quelle matière. Comme cette Madame Cigale est très riche par sa famille, elle a décidé de créer un internat sur l'île aux Cigales qui, d'ailleurs, lui appartient et s'appelle ainsi parce qu'elle ne quitte jamais sa broche de diamant. Il n'y a pas de cigales sur une île au nord de Cherbourg. C'est impossible. Personne ne sait trop selon quels critères la Cigale fait le choix des élèves. C'est un peu son bon vouloir. Elle choisit les enfants qui lui plaisent. Voilà tout. Une seule réalité les réunit. Ils sont tous animés d'un désir très fort de pratiquer une matière pour laquelle ils se sentent des compétences. Il est arrivé dans l'histoire de l'île qu'on embauche un professeur de cuisine ou un maître de danse hawaïenne, parce que la Cigale avait recruté une élève qui voulait devenir chef et un autre danseur hawaïen. On dit beaucoup de choses sur l'île aux Cigales. Des bruits courts. Des élèves auraient disparu. On dit aussi qu'il s'y passe des choses bizarres. On dit tout et n'importe quoi. Dans le petit salon du 3e étage, Agostino est en train de sculpter une statuette. La terre prend forme dans ses mains. C'est une dame qui ressemble beaucoup à la Cigale. Devant lui, sur la table basse, des feuilles à dessin, des feutres, de la peinture. Il est tellement concentré qu'il ne voit pas Marguerite et Caleb s'asseoir à côté de lui, qu'il l'observe. « Tu vas lui offrir ?» Agostino lève la tête, mais un temps avant de comprendre de quoi on lui parle. « Quoi ? You, Agostino, ici Marguerite, vous m'entendez ? Quoi ? Tu dis quoi ?» Les trois éclatent de rire. « Alors toi, quand t'es dans la lune, t'es carrément parti. » Caleb fouille dans les papiers sur la table. Des dessins abstraits, des animaux. Sur une feuille, pas de dessin, mais un poème. « C'est toi qui écris ça ? » ?»« Ouais, j'aime bien écrire, parfois. » Caleb lit à haute voix. C'est un jour de pluie, joli jour de pluie, et dans mon carnet, j'écris mes pensées. Mes nouveaux amis sont tous occupés. Avant qu'ils ne viennent, j'écris ce poème. C'est un jour de pluie, joli jour de pluie, et dans mon carnet, j'écris mes pensées, car à l'internat, je suis pensionnaire. Des années à moi, sans ma mère, sans mon père. C'est un jour de pluie, joli jour de pluie, et dans mon carnet, j'écris mes pensées. De nouveaux amis, un trésor que je chéris. Mes nouveaux amis seront là les jours de pluie. C'est un jour de pluie, joli jour de pluie, et dans mon carnet, j'écris mes pensées. C'est un jour de pluie, joli jour de pluie, et dans mon carnet, j'écris mes pensées. T'es un peu le Arthur Rimbaud de l'île, toi. Arrête, c'est personnel. Ça tambourine aux portes. Nordine,
Caleb, sortez, on a la meilleure nouvelle du monde. Nordine et Caleb ouvrent simultanément leurs portes pour se retrouver nez à nez avec Cerise, Ago et Marguerite qui crient, sautillent, les prennent dans leurs bras et n'arrivent pas à finir une seule phrase. On n'y comprend rien. Nordine prend sa grosse voix. Bon, on se calme, on inspire. J'aimerais comprendre. Marguerite, tu expliques, les autres, chut. Marguerite, tout essoufflée, reprend sa respiration, s'applique, mais c'est plus fort qu'elle. Les mots sortent à toute vitesse. On a une idée, mais la meilleure idée. Cerise lui coupe la parole. On monte un groupe, on va être célèbre. Cerise, c'est moi qui parle. Non, c'est moi, crie Ago. On monte un groupe, on va faire des concerts, on va partir en tournée, ça va être génial. On va s'appeler les Tigres. Dans le brouhaha général, Caleb et Nordine commencent à comprendre. Leurs visages s'illuminent. Ils n'ont même pas besoin de dire quoi que ce soit, leur sourire parle pour eux. Et les voilà qui dévalent les escaliers vers le réfectoire. On entend seulement leur chuchotement. On ne dit rien, c'est un secret. Personne doit être au courant. Motus et bouche cousue. Le soir, dans son lit, Agostino est survolté. Il n'arrive pas à dormir. Il se retourne toutes les 2 secondes. Finalement, il sort son carnet et écrit un texte. C'est la première fois qu'il écrit et qu'il peut se dire que ça va être chanté. Dans ma vie, un changement, un géant chambardement, un méchant déménagement, un miracle dément. Les tigres sont lâchés, les tigres vont jouer, les tigres vont danser. Tu vas tellement les aimer. 3 garçons et 2 filles, 5 amis, une famille, des soirées qui scintillent, une grenade qu'on dégoupille. Les tigres sont lâchés, les tigres vont jouer, les tigres vont danser. Tu vas tellement les aimer. De la cave au grenier, nous on a un secret. Ensemble en amitié, une merveille à partager. Les tigres sont lâchés, les tigres vont jouer, les tigres vont danser. Tu vas tellement les aimer. Les tigres sont lâchés, les tigres vont jouer, les tigres vont danser. Tu vas tellement les aimer. Agostino s'endort, content de lui. Marguerite prend la lampe torche et éclaire les mains d'Élie qui traficotent dans un coin. Il branche quelque chose sur une multiprise noire de crasse. La pièce s'éclaire. Moquette orange au sol, mur bleu électrique, un gros canapé au motif panthère dans un angle, un ampli, des bouteilles de coca un peu partout, un micro sur un pied de micro, une guitare, un clavier. Tadam! Voici mon studio de répétition, les amis. Un cri de stupeur retentit. Génial! Incroyable! Sublime! Bon, continue Élie, faudra qu'on s'organise parce que je viens souvent jouer ici. Mais l'année prochaine, il sera entièrement à vous. Faudra en prendre soin. Vous allez voir, on est bien ici. C'est un peu le salon d'Élie. Nordine, ça va? T'es tout pâle? Je sais pas. C'est étrange ce lieu, ça me file des frissons. J'aime pas trop. Puis je sais pas, ça a l'air hanté. Mais non, lance Cerise surexcitée, c'est carrément magique. Elle tourne sur elle-même comme une toupie. Nordine secoue la tête. Élie le regarde dans les yeux. Tu sais, Nordine, c'est possible que ce soit hanté. En tout cas, il se trame des trucs ici et puis il s'en est passé avant aussi. Mais pour y avoir traîné un bon paquet de temps,
Je peux te dire que rien n'est malveillant. Tu t'habitueras, tu verras. On est bien ici. Nordine reste silencieux. Caleb, muet jusqu'à maintenant, prend la parole en secouant la tête comme s'il avait atterri sur la lune. Mais comment t'as réussi à descendre le canapé? Et les instruments? Et l'ampli? Et le frigo? Mais comment, Ellie? Je la débrouille. Je me suis organisée. Le canapé, je l'ai démonté, puis remonté. C'était toute une affaire. Hein. Le frigo, pareil, mais moins compliqué. Le truc génial ici, c'est qu'on peut faire du bruit. Personne n'entend rien. On est sous la terre. Agostino bégaye, mais comment, pourquoi, qu'est-ce que... Elle servait à quoi cette pièce avant? Très bonne question, Ago. Je me la suis posée 1 million de fois, j'en sais rien. J'aime mieux pas trop y penser. Mais qu'est-ce que ça change? Un silence s'impose. Chacun imagine le pire. Dans un coin de la pièce, Marguerite hausse la voix afin que tout le monde l'entende. On écrit un morceau sur Alma. Caleb saute sur l'occasion. Pour elle, parce qu'elle aurait aimé danser dessus. Nordine enchaîne. Pour son souvenir de petite fille raflée par la guerre. Allez, je vais vite chercher ma derbuka. Et moi, mon violoncelle. À 7 heures? Bah, et pourquoi pas au point où on en est? Agostino sort un vieux papier de sa poche. Regardez, j'ai écrit ça. Sur le papier en boule qu'Agostino déplie du plat de la main, un texte. La fin de la lecture se déroule sous les applaudissements. Caleb commence les 2 notes de piano dans les graves. Cerise branche la sono pour allumer le micro. Le texte à la main, elle commence à chantonner les paroles. À chercher des mélodies sur les accords du pianiste. Pendant ce temps, Ago a mis la guitare en bandoulière et joue sa partie. Les troisièmes frappent en rythme dans les mains quand Marguerite et Nordine redescendent. Marguerite s'installe à toute vitesse et rattrape les autres pour jouer la belle mélodie au violoncelle. Nordine ferme les yeux pour retrouver la cadence. La chanson prend vite forme. Ce qui est magique, c'est que le texte d'Agostino colle parfaitement avec la mélodie. On dirait qu'il a été écrit pour. Dans la salle s'immisce la valse lente, un peu pataude mais bouleversante. La valse d'Alma. Parce que c'est évident que cette valse, elle l'aurait dansée à la perfection. Petite Alma, qu'est-ce qu'ils ont fait de toi? Petite danseuse, des rêves plein les bras. Alma, tu danses et tes entrechats, ton incandescence, on chante pour toi. Alma, tu danses et tes entrechats, ton incandescence, on chante pour toi. Temps de guerre, dans le nid de vipères, passé par l'internat, disparu dans les bois. Alma, tu danses et tes entrechats, ton incandescent, son chante pour toi. Alma, tu danses et tes entrechats, ton incandescent, son chante pour toi. Alma, ton petit frère, on le trouvera. On fera comme t'as écrit. On fera comme si. Alma, tu danses et tes entrechats, ton incandescent, son chante pour toi. Alma,
tu danses et tes entrechats, ton incandescence, on chante pour toi. Comme si t'avais vécu ta vie, comme si t'étais à l'opéra, comme si t'étais pas morte, Alma, comme si t'étais pas morte, Alma. Alma, tu danses et tes entrechats, ton incandescent, on chante pour toi. Alma, tu danses et tes entrechats, ton incandescence, on chante pour toi. Stanislas Grimbert, Julie Bonny, merci beaucoup. On aurait presque pu esquisser quelques pas de danse. La télé du salon se poursuit jusqu'à 20h. Demain, hélas, c'est le dernier jour, mais le programme reste le même. À 17h, Willy Richer et son café littéraire. Nous, on se retrouve à 19h15 pour le live. Il sera question d'un petit hérisson et d'une enquête pleine de frissons. À demain.